Narbonne, dans le sud de la France. Qui peut imaginer aujourd'hui que cette calme ville de province ait pu être l'une des plus importantes métropoles de l'Empire romain? Celle que les auteurs antiques décrivent comme une cité à l'architecture éblouissante ne possède plus aujourd'hui ni temple, ni arène, ni théâtre. Autant de vestiges qui font encore la renommée de Nîmes ou Arles, ville romaine pourtant de moindre envergure. Alors, toute trace de Narbo Martius, la capitale de la Narbonnaise, ont-elles vraiment disparu? Depuis une vingtaine d'années, le sous-sol de Narbonne livre des vestiges de son passé antique comme autant de pièces d'un puzzle qui restituent petit à petit l'image de la cité. Mais c'est en 2019 que la découverte en périphérie de la ville d'une immense nécropole romaine va faire rebondir l'enquête. Sur le plus grand site de fouilles archéologiques de France, plusieurs dizaines de chercheurs travaillent à faire ressurgir le passé de la cité oubliée. L'étude de plus d'1 millier de tombes leur permet aujourd'hui de raconter l'histoire des habitants de Narbo Martius, de décrypter leurs origines, leurs coutumes, leur culte ou bien leurs activités. Petit à petit, des trésors sont mis au jour et des destins individuels reconstitués. Dans le même temps, d'autres fouilles révèlent les vestiges d'une intense activité portuaire alors que l'archéologie sous-marine dévoile des épaves aux riches cargaisons. Autant de découvertes exceptionnelles exposées dans le nouveau musée de Narbonne et qui témoignent de l'extraordinaire richesse d'une cité ayant été l'une des principales plaques tournantes des échanges commerciaux en Méditerranée. Considérée comme fille aînée de Rome, celle que l'on appelait Narbo Martius sort enfin de l'ombre. « 2000 ans après avoir été la première représentante de Rome en Gaule, que reste-t-il de nos jours de Narbo Martius? Celle qui, au fil du temps, est devenue Narbonne est une paisible ville occitane de 55 000 habitants, commune la plus peuplée du département de l'Aude. L'Aude est le nom d'un fleuve côtier dont un bras, désormais canalisé, la Robine, traverse la ville de part en part pour se jeter dans la Méditerranée toute proche. Cité touristique, profitant d'un climat idéal, Narbonne se veut agréable à vivre. En son centre, le patrimoine d'un passé médiéval s'expose encore sous forme d'une imposante cathédrale gothique accolée à un élégant palais des archevêques. C'est au pied de ce dernier, sous la place de l'hôtel de ville, qu'un alignement de gros pavés et de dalles calcaires a été découvert en 1997. Cette chaussée de 5 mètres de large, fortement usée par des siècles d'utilisation, ne laisse aucun doute quant à son origine. Il s'agit des vestiges de la Via Domitia, la toute première voie romaine construite en Gaule. La voie domitienne a été créée en même temps qu'on a fondé la colonie, puis ensuite toute la ville s'est développée selon cet axe. Il est même probable qu'elle servait de cardo maximus, c'est-à-dire d'axe nord-sud principal pour la colonie. On a appliqué à Narbonne le plan des camps romains. Donc on crée un réseau de voies cardinales, c'est les axes nord-sud, et puis un réseau de voies décumanes, ce qu'on appelle les décumani, c'est les axes est-ouest. Et en général, ces voies se coupent à angle droit. La Via Domitia est bien à l'origine de Narbonne et son organisation urbaine a conservé la mémoire d'une cité créée de toutes pièces il y a 22 siècles. Comment et par qui a-t-elle été édifiée? C'est à Rome qu'il faut aller chercher les réponses. En effet, l'histoire de la fondation de Narbo Martius remonte au IIe siècle avant notre ère. Elle est liée aux aléas de l'expansion de la cité-État. Rome est alors à l'apogée de sa période républicaine. Les Romains sont désormais maîtres d'une grande partie de l'Italie, mais une autre cité-État, Carthage, lui dispute son influence en Méditerranée occidentale. Il faudra de nombreuses guerres de conquête et une victoire définitive sur Carthage pour que les Romains puissent exercer une réelle domination sur l'ensemble des rivages de ce qui allait devenir leur Mare Nostrum. Les routes vers l'Espagne et l'Aquitaine étaient ouvertes. Les légions romaines s'enfoncent alors en Gaule transalpine et fondent tour à tour plusieurs cités, dont Narbo Martius en 118 avant Jésus-Christ.
Pour relier ces cités romaines, la Via Domitia est construite en moins de 3 ans. Cette voie, parfois intégralement pavée et d'une longueur de 700 km, permet aux légions de rejoindre l'Espagne en ayant conquis l'ensemble des terres traversées depuis les Alpes jusqu'aux Pyrénées. Derrière les soldats, ce sont les marchands qui empruntent cette voie. Idéalement situé entre l'Espagne, la mer et les terres intérieures, Narbo Marcius, élevé au rang de première colonie romaine en Gaule, profite pleinement de cette nouvelle route commerciale et devient une cité prospère dès le début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Non loin des vestiges de la Via Domitia, les rues de Narbonne dissimulent d'autres infrastructures datant de l'époque romaine et qui montrent le développement commercial rapide de la cité. Sous terre, des centaines de mètres de galeries desservant tout autant de petites cellules forment un auréum, l'un des entrepôts de Narbo Marcius. C'est un endroit qui est assez bien conservé, hein. Et pourtant, tout cet ensemble remonte facilement au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Romains avaient mis au point un mortier très dur, hein, qui résiste à l'humidité, on appelle ça du mortier hydrofuge. Et c'est ce qu'on a utilisé ici et qui fonctionne encore, 2000 ans après. Cet entrepôt, de plus de 2000 mètres carrés, contenait toutes sortes de denrées périssables. Les basses températures maintenues par ces murs épais en faisaient l'équivalent des chambres froides actuelles. Et ici, donc, un bel exemple d'appareil réticulé. Opus reticulatum en latin. Ce sont des petits moellons coniques dont la base est carrée. Et c'est ça qui assure la solidité. Un appareil réticulé ne se fissure pas. C'est vraiment un appareil propre à l'Italie, au cœur de l'Empire romain. Donc quand on voit un mur comme ça, on ne peut pas se tromper, on sait que c'est romain. Un grand marché devait s'élever au-dessus de cet auréum souterrain. Celui de Narbo Marcius a disparu, mais quelques entrepôts du monde romain ont conservé leurs parties émergées. Les vestiges de ces derniers permettent d'imaginer ce à quoi devait ressembler le centre de la cité au milieu du 1er siècle avant notre ère. C'est à cette période que Jules César met fin à la guerre des Gaules, permettant à l'antique Narbonne de prendre sa véritable ampleur. César, pour faire face à la démobilisation des troupes, choisit d'établir ses vétérans dans des provinces. César redistribue de la terre provinciale à ces soldats qui ont bien mérité. À Narbonne, ce sont les vétérans de la 10e Légion qui s'installent. Et désormais, on peut dire que tout habitant d'une colonie est en quelque sorte porteur d'une partie de la gloire du peuple romain conquérant. Cette arrivée de près de 6000 légionnaires en 46 avant Jésus-Christ a fortement contribué au développement de Narbo Marcius. Moins de 20 ans plus tard, la République romaine s'achève et se dote d'un empereur, Auguste. Ce dernier se rend 2 fois à Narbo Marcius et fait de la cité la capitale de la Narbonnaise, la première des 4 grandes provinces gauloises devant l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique. Le rayonnement de la cité s'étend, la ville ne cesse alors de s'agrandir et l'érection d'importants édifices y voit le jour. Dès lors considérée comme la fille aînée de Rome, Narbo Marcius se veut l'égale, en Gaule romanisée, de la capitale de l'Empire. Et cela doit se voir. Même si ces monuments ne sont pas aussi nombreux et ostentatoires qu'à Rome, ils n'en sont pas moins décrits par les auteurs de l'Antiquité comme de même facture et d'une grande opulence. Ces arènes, comme celles de Nîmes ou Arles, pouvaient contenir plus de 25 000 spectateurs. Narbo Marcius possédait aussi des thermes, un forum, des temples. Aucun de ces monuments ne subsiste aujourd'hui. Cependant, le long de la Via Domitia et à proximité de l'Auréum, certains vestiges exhumés au XIXe siècle ne laissent aucun doute sur la taille de ce qui devait être l'un des principaux édifices de la ville antique à son apogée. C'est lors de la construction du collège Victor Hugo que les ouvriers découvrent le podium d'un temple ainsi que quelques morceaux de colonnes aux dimensions exceptionnelles. De nouvelles fouilles ont eu lieu ces dernières années sous la direction de Véronique Canu et de Tanguy Wibaud.
les relevés du passé n'étant que très parcellaires. Je me rappelle cette chicane quand on l'a passée avec la mini-pelle. C'est vrai que c'était complexe. Fallait pas toucher le mur. Ces fouilles, limitées aux cours intérieures du collège, ont permis de remettre à jour les plans établis dès 1887 et de faire une reconstitution fidèle de ce qui semble être le Capitole de la ville. Bah là, on se trouve à peu près au pied du mur. On se place à l'époque romaine et en fait, on regarde le monument, on regarde le complexe monumental depuis la ville. En fait, on voit rien puisqu'on voit un mur assez haut de ce grand bâtiment qui finalement était peut-être dans les proportions de celui-ci et qui protégeait ce joyau de l'architecture tout en marbre à l'intérieur. Ce joyau architectural était un temple digne de figurer au panthéon des plus grands monuments romains. Dans la cour principale, ce sont les socles d'une rangée de colonnes de marbre qui ont été retrouvés. Si je me souviens bien, elle se plaçait ici, la base de colonne ici. Une base de colonne, une seconde là. L'angle du temple est là. Hein. Ouais. L'angle du temple est là. Et donc, toi, tu es à l'intérieur et là, moi, je suis à l'extérieur. C'est ça. De l'autre côté du mur d'enceinte, dans la ville. Et alors, la colonnade s'enfile de ce côté. Cet alignement de colonnes traversant tout le collège dessinait les contours intérieurs d'une vaste esplanade. Mais c'est dans une petite cour, au centre de l'esplanade disparue, que sont retrouvés les premiers vestiges du temple. Donc ici, on se trouve dans le temple, finalement. Oui, là, on est vraiment dans le temple, hein, lieu de notre première campagne de fouilles. C'est ici qu'on a trouvé, sous nos pieds, le podium qui sert donc de fondation à l'élévation de cette énorme masse de pierre et qui marquait une enceinte sacrée. Hein. Érigé sur un podium monumental, le temple atteignait une hauteur de 35 mètres et reposait sur plus de 30 colonnes. Il devait dominer ainsi toute la ville de sa prestance. Ça donne bien aussi l'idée de la dimension du bâtiment, du complexe monumental, puisqu'il va démarrer à peu près là-bas. De ce pin parasol jusqu'au milieu de la grande cour où nous étions tout à l'heure. Donc à peu près une bonne centaine de mètres de long et à ça. peu près 80 de large. Donc, C'est la dimension du temple. C'est énorme, c'est énorme. Aligné sur l'axe de la Via Domitia, le Capitole de Narbo Marcius était ceinturé d'un portique à colonnade, le péribole, une enceinte sacrée qui couvrait plus d'1 hectare. Centre du pouvoir politique et religieux, il abritait le temple dédié à Jupiter, Junon et Minerve, culte importé de Rome et devenu celui de la cité. Les dimensions déjà monumentales de l'ensemble étaient amplifiées par la présence du forum, l'espace public, qui s'étendait au pied de l'enceinte capitoline. ce Capitole est peut-être en taille un peu inférieure au Capitole romain, mais il est ici pour marquer la romanité dans cette région de Gaule. Il est construit au changement d'ère, donc à un moment donné où l'Empire romain s'installe vraiment de façon permanente et puissante dans le Narbonnais. Donc on met les moyens pour qu'il ait ce caractère ostentatoire et montrer la puissance de Rome dans la région. Le temple de Narbo Marcius était donc 2 fois plus haut que la maison carrée de Nîmes, le temple le mieux conservé du monde romain. Contrairement à ce dernier, il a complètement disparu au cours des siècles qui ont suivi la chute de l'Empire. Issu de la collection lapidaire acquise par Narbovia, le nouveau musée de Narbonne, une série de blocs de marbre sculptés est en attente d'être exposée. Ce sont les vestiges du temple découverts au fil du temps dans le sous-sol de la ville. Pour construire un temple comme ça, évidemment, il fallait énormément de marbre. Alors le marbre provenait des carrières de Carrare. Et donc ce marbre était amené à Narbonne par bateau. Dans les années 50, on a découvert une épave à Saint-Tropez dans laquelle il y avait 14 blocs de marbre blanc. Ce sont des blocs de très grande dimension. Et on a pu assez rapidement les attribuer au temple de Narbonne, puisque dans les environs, il n'y avait pas d'autres candidats possibles. Alors cette cargaison donc, de 14 blocs pesait environ 220 tonnes.
Alors, si on imagine que l'ensemble des bateaux transportaient à peu près 220 tonnes, pour amener l'ensemble des blocs de marbre à Narbonne, il a fallu environ 50 bateaux. Alors, bien, on ne connaît pas tous les temples qui existaient dans le monde romain, mais le temple de Narbonne est le plus grand, d'après nos restitutions, le plus grand de Gaule romaine. On conçoit l'importance de la ville par la taille de ses monuments. Cette richesse architecturale n'était protégée par aucune fortification. Narbo Marcius, ville ouverte, s'étendait sur plus de 100 hectares et sa population comptait plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Mais quels étaient-ils? Des soldats? Des marchands? Des Celtes venus de la région? Ou bien des colons romains? Une découverte inattendue va peut-être permettre d'en savoir plus sur les habitants de Narbo Marcius à son apogée. Depuis le mois d'août 2019, un chantier archéologique d'une ampleur exceptionnelle, mobilisant des dizaines de chercheurs, a pris possession d'un terrain vague situé à la périphérie sud de la ville de Narbonne. Ce terrain est voué à l'édification d'un gros projet immobilier. Des diagnostics préalables, effectués par l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, y ont mis en attente provisoire la construction de 2 immeubles résidentiels. Ici, plusieurs niveaux de sépulture, dans un état de conservation exceptionnel, dorment sous plusieurs mètres de sédiments. Véritable trésor, cette nécropole a été préservée des destructions pendant près de 2000 ans. C'est l'archéologue Valérie Bell qui est responsable de ces fouilles hors du commun. On voit qu'à l'entrée de l'enclos qui donne sur la voie et dans l'axe, il y a des... Nous fouillons un quartier funéraire antique, occupé au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, qui est situé à environ 600 mètres des limites de la ville de Narbonne. Et nous avons pour le moment mis en évidence environ 400 tombes, mais on en découvre tous les jours. Sur cette parcelle de près de 2000 mètres carrés, une première estimation fait état de la présence de plus de 1500 tombes. Si ces tombes datent de la période pendant laquelle l'antique ville de Narbonne semblait être à son apogée, quels éléments nouveaux peuvent-elles apporter? J'ai eu la chance de fouiller de très beaux ensembles funéraires, mais celui-ci est hors norme. Pour la Gaule, c'est un site exceptionnel. On a vraiment l'impression de rentrer dans le quotidien de la vie d'un espace funéraire avec tous les petits détails. On a la manifestation concrète de gestes qui sont liés à des croyances, à des façons de concevoir les rapports entre les vivants et les morts. Et donc on a des pratiques qui se rapprochent de ce qu'on peut observer aussi en Italie. Donc c'est à plus d'un titre un site qui va être une référence pour l'étude des pratiques funéraires pour le monde romain. En exhumant le contenu des tombes, les archéologues tentent d'accumuler de nouveaux indices sur ces rituels funéraires. C'est très diversifié en fait, ils sont très diversifiés et c'est ça qui est chouette. C'est qu'à chaque fois qu'on attaque la fouille d'une structure, eh ben, on ne sait pas sur quoi on va tomber et on a toujours de magnifiques surprises. C'est du verre et il reste plein de petits morceaux à l'intérieur. On voit un petit peu les petits objets, sans doute ceci qui a été brûlé comme le reste. Une petite quenouille et les fragments de vase là. Ici un petit jeton. C'est le deuxième qui apparaît, donc peut-être il y en aura peut-être une petite poignée qui a été jetée, à voir. Difficile de retrouver des objets personnels intacts dans ces fosses qui servaient à la crémation des défunts. Une pratique courante dans le monde romain. Les chercheurs remarquent une certaine disparité dans la typologie des fosses ou des tombes. Certaines sont plus grandes, d'autres possèdent un coffrage minéral ou sont surmontées de stèles gravées. Dans la majorité des tombes, le vase ossuaire est encore en place. Il contient les restes calcinés du défunt. Dans la plupart des cas, ce vase ossuaire est associé à 4 petites cruches en céramique. Tous ces objets, cruches, fioles de parfum ou parfois lampes à huile, sont les ultimes témoins de pratiques funéraires qui consistaient à accompagner les morts dans l'au-delà. Quelles pouvaient être les cérémonies rituelles qui se déroulaient sur ces tombes?
On a aussi des vestiges de ce qu'on appelle des conduits à libation, qui sont constitués de morceaux d'amphore. Donc ces sortes de tubes qui mettaient en relation la surface avec l'intérieur de la sépulture et qui permettaient donc aux vivants de rendre un hommage aux défunts en versant des liquides ou en faisant des offrandes d'objets ou de cadeaux aux défunts. Et donc ça, c'est une pratique qui n'est pas inconnue ailleurs, mais qui est rarement conservée de cette manière-là. La photogrammétrie, en mémorisant la tombe en 3 dimensions, va permettre d'effectuer une étude comparative plus élaborée. Cependant, pour les archéologues ayant travaillé en Italie, ces pratiques funéraires sont une confirmation. Ce sont bien des Romains qui résident dans cette nécropole. Allez, c'est parti. Ah, il y a de la tu le poses, hein, tu le... Oh putain, il y en a plein qui restent là. Regarde, parce qu'il y a le vase. Putain, il est là. Il y a le vase à l'intérieur, donc c'était bien une cloche. Une fois démonté avec d'infinies précautions, le contenu de chaque tombe, quel que soit son état, est alors prélevé, numéroté et emballé. Putain, mais je sais pas combien ça pèse. Plus de 10 kilos, facile. Ces vases ossuaires, comme tout ce qui est exhumé sur le site, prennent alors la direction du Centre de recherche archéologique de Villeneuve-les-Béziers. Des milliers de pièces, petits fragments de vases, débris divers, ossements, sont alors nettoyés, triés et classés. Tout ce qui concerne les poteries est remis aux céramologues pour en faire l'inventaire. Des dizaines d'objets leur parviennent chaque jour. La plupart du temps, on a plutôt de la vaisselle commune, enfin des choses pas forcément luxueuses dans les tombes. Ceux qui reviennent très régulièrement, le vase ossuaire, on a le plus souvent, c'est des pots qui sont produits dans la région de Narbonne, c'est de la céramique culinaire produite dans la région de Narbonne. Des cruches, peut-être aussi produites dans la région de Narbonne. On a par exemple cet amphore oriental avec des anses très particulières. Ce qui revient très souvent pour ces conduits à libation, c'est que l'on a réemployé des amphores à vin venant des provinces orientales de l'Empire. Alors c'est énorme. C'est 6000, 7000 vases qu'il nous faut enregistrer. Évidemment, le temps de travail, c'est en mois, on pourrait parler en années, pour cette opération qui est hors norme. Pour en tirer des conclusions, il faut étudier la totalité de ce que contenait chaque tombe. Au milieu des fragments d'os brûlés, il n'est pas rare de trouver du verre fondu, quand ce n'est pas des flacons plus ou moins intacts. Ah, celui-là est vraiment pas facile. Lorsqu'ils ont été déposés dans les bûchers, une fois le feu éteint, il arrive que des objets du quotidien ou des bijoux soient retrouvés. C'est relativement riche, pas forcément en termes de qualité, mais en termes de quantité, en tout cas. Et il y a quand même vraiment cette prédominance des amulettes de protection qui semble ressortir. Notamment celle à représentation ityphallique. Donc ityphallique, ça veut dire en forme de sexe masculin. Donc là, on a un petit pendentif en or. Alors celui-là est d'une taille beaucoup plus importante, mais c'est le même type de représentation. Et on l'a aussi en os. Donc un pendentif qui est perforé pour sa suspension, hein, pour être porté comme ça. Et on a d'un côté le sexe masculin, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le geste de la fica, c'est-à-dire la main fermée avec le pouce entre l'index et le majeur, qui est ici, et qui représente, lui, le sexe féminin. En fait, ces représentations sont des amulettes de protection. C'est quelque chose, oui, qui appartient vraiment au monde romain. Ouais. Les vases ossuaires et leur contenu humain sont transférés au Centre de recherche archéologique de Saint-Estève, près de Perpignan. Un long travail de classification commence. Quelles informations peuvent encore apporter ces fragments d'os calcinés ? On a essentiellement des vases ossuaires avec un individu, mais certains peuvent contenir les restes de 2, voire 3 individus. Parmi les informations recueillies, la première concerne l'estimation de l'âge au décès et aussi d'autres informations comme la mise en évidence de certaines pathologies, des pathologies osseuses. Donc on retrouve des pathologies dites dégénératives comme l'arthrose par exemple.
En revanche, les informations qui sont liées à la biologie moléculaire et à l'exploitation de l'ADN ancien, les corps ont été portés à des températures élevées au moment de la crémation, et donc on a une destruction complète ou quasi complète de la matière organique. La caractérisation de la population de la nécropole n'est pas encore acquise. Il va falloir croiser les interprétations des différentes disciplines scientifiques pour y parvenir. Mais à 2 pas du site de fouilles, le nouveau musée de Narbonne, Narbovia, permet déjà de se faire une idée sur la composition sociale de la ville antique. Ici sont exposées depuis peu près de 2000 stèles ou plaques funéraires. Elles proviennent de monuments découverts au fil du temps dans d'autres nécropoles ceinturant la cité. Cette collection lapidaire, la plus importante après celle de Rome, compose un livre ouvert sur l'histoire de Narbo Martius. Que nous racontent ces inscriptions sur les individus qui les ont fait graver sur leur tombe? Marquis, Libertus, Onesimus. Ici, nous avons l'attestation d'une dame. Elle s'appelle Kervia Fusca et elle exerçait le métier de tonseur. Il s'agit d'une coiffeuse qui renvoie donc à une activité dont elle est extrêmement fière. Narbonne a livré beaucoup d'inscriptions qui attestent des tonseresses, des coiffeurs, tout comme Rome et nulle part ailleurs dans le monde romain. Ce sont des personnages, en général issus des couches plébéiennes, très souvent des affranchis, donc des esclaves qui ont été à un moment donné libérés, qui décident donc de se doter, comme beaucoup de monde à l'époque, d'une inscription funéraire, une épitaphe. Et sur cette épitaphe, ils font graver les noms du métier qu'ils ont exercé de leur vivant. Manus, Egnatius, Lucius, Cuccus. Ces personnages, il était cuccus, autrement dit cuisinier. C'était un chef de Narbonne, et qui a voulu rappeler l'outil des métiers par excellence, qui était le couteau. C'était un peu l'étoile du cuisinier, les cuccus de Narbonne. Des dizaines de petits métiers sont représentés ici. Scènes de la vie quotidienne, de commerçants ou d'artisans de toutes sortes. D'autres professions, plus aisées, préfèrent voir leur épitaphe gravée de façon nettement plus ostentatoire. Donc ici, nous avons une magnifique épitaphe en marbre. On voit bien la différence par rapport à la pierre calcaire de la plupart des blocs narbonnais, qui célèbre un personnage qui avait été medicus ocularius. Autrement dit, médecin ophtalmologiste. Une épitaphe qui a à peu près les mêmes dimensions que d'autres épitaphes à marbre qu'on retrouve à Narbonne aussi, d'individus de la très haute aristocratie romaine. Le musée Narbovia est une mine pour les spécialistes qui étudient la collection lapidaire. Cette dernière met en lumière une société ayant importé ou copié tous les codes romains, langues, mœurs ou bien cultes. Toutes ces inscriptions, c'est finalement tout ce qui nous reste de cette société antique de Narbonne. C'est notre seule documentation pour connaître leur mentalité, leurs croyances, leur mode de vie, leur travail, etc. Et ça a quelque chose de très émouvant parce que chaque inscription est à la fois anecdotique, mais nous permet de reconstruire l'histoire de cette population. Ces inscriptions funéraires confirment que Narbo Martius n'est pas une ville gauloise romanisée, mais bel et bien une ville habitée par des colons venus de Rome. Ici, nous avons un personnage qui s'appelle Publius Usulenus Anoptes, qui a exercé le métier de gypsarius, en latin, qui veut dire plâtrier stuccateur. Et ce personnage a peut-être participé à certaines des décorations des domus qu'on retrouve à Narbonne, au Clos de la Lombarde. Le site archéologique du Clos de la Lombarde se trouve à la périphérie nord de Narbonne, à l'opposé de celui de la nécropole de la Robine. Les fondations d'un quartier résidentiel y ont été mises au jour. Vestiges les mieux conservés de la cité,
Ils font l'objet de fouilles depuis près de 50 ans. L'archéologue Raymond Sabrier en est la mémoire. L'intérêt de ce site, c'est que c'est la vie quotidienne, c'est la vie de tous les jours. À ce point de vue-là, c'est un site extraordinaire. Quels pouvaient être les habitants de ce quartier d'apparence plutôt aisée? Oh, dis donc, elle est massive, hein? Des propriétaires de ces maisons, nous ne connaissons pas grand-chose. Nous savons qu'ils étaient riches. C'était un quartier de patriciens, de notables, qui ont érigé ici leur belle maison, leur belle domus, pour y retrouver l'ambiance qu'ils avaient délaissée quand ils ont quitté l'Italie et Rome. Les parties dégagées du site montrent encore l'emplacement des rues, des thermes à l'italienne et des installations pour le passage de l'eau courante. Deux immenses maisons de ville, des domus, mitoyennes, ont été identifiées. L'une, de près de 1000 mètres carrés, la maison dite à portique, est accolée à une seconde, légèrement plus modeste. Nous sommes ici dans la maison que j'ai appelée la maison au grand triclinium, pour la bonne raison que la salle à manger, le grand triclinium, faisait presque 90 mètres carrés. Et d'après mes calculs, elle avait une hauteur de 8 mètres. C'est la salle de banquet. Il y avait au fond l'emplacement des lits où les gens pouvaient s'allonger et se coucher. Et au centre, ils avaient aménagé un espace très richement décoré, avec tous des marbres de la Méditerranée. Donc le maître de maison est certainement quelqu'un de très important, et il recevait sa clientèle, ses invités, dans cette salle. Grâce à notre fouille, nous pouvons retrouver le décor de ces maisons, le décor de ces pièces, les faire vivre. Par exemple, la maison à portique, toutes les structures sont couvertes de fresques, y compris des plafonds et y compris les latrines. L'intérieur de la maison à portique a pu être entièrement reconstitué. L'architecture est typique de la période augustéenne, soit du tout début de notre ère. Jardin péristyle occupé par un bassin d'agrément et un puits d'alimentation en eau potable. Entrée pavée de marbre. Mais c'est dans la pièce principale, la salle à manger de 90 mètres carrés, que se trouvent les plus belles fresques. Il aura fallu 40 années d'un minutieux travail pour que les époux Sabrier restaurent ces décors, les archéologues n'ayant retrouvé que des centaines de fragments gisants, pêle-mêle, au milieu de gravats ensevelis depuis 2000 ans. Une fresque somptueuse a cependant pu en renaître. Elle ne possède aucun équivalent en France. Exposée au musée de Narbonne, elle représente un génie, peut-être Apollon, accompagné d'une victoire ailée. Mais c'est la représentation d'Auguste qui semble veiller sur l'allégorie. Cette peinture, donc, est surprenante. C'est une façon d'honorer l'empereur, d'honorer également le peuple romain. Elle se trouve dans une maison privée. Or, le culte de l'empereur n'existe pas dans les maisons privées. Ce qui fait que cette peinture est remarquable, pas tellement par le dessin, mais par la symbolique. Quel était le commanditaire de cette fresque au génie? Un haut magistrat ou bien un affranchi dont la fonction était dédiée au culte impérial? Ce culte, né avec Auguste, et qui a rapidement gagné toute la province. Le clos de la Lombarde et ses riches demeures ne sont pas représentatifs de tous les habitants de Narbo-Marcius. Assez éloignée du quartier où vivait l'élite romaine de la cité, la nécropole semble abriter une population plus ordinaire. Sur le site, les fouilles se poursuivent depuis plusieurs mois, avec leur lot quotidien de nouvelles découvertes. Les conditions de travail ne sont pas toujours des plus aisées. On a mis du temps avant de comprendre, mais on a enfin déterminé qu'il était sur le ventre et pas sur le dos.
Et effectivement, il est exactement dans la même position que moi. Pour moi, c'est une grande première, là. Dans un cercueil sur le ventre, je l'avais jamais fait. Là, on est très très proche de la Robine, donc le cours d'eau de Narbonne. Et de fait, la nappe phréatique est très très proche. Donc dès qu'on creuse un peu, on se retrouve avec la nappe phréatique affleurante et on a beau pomper, elle revient systématiquement dès qu'on arrête de pomper. Ça veut dire qu'elle est toujours présente. Le canal de la Robine longe la nécropole. Il ne fait que reprendre le cours d'un bras de l'Aude, le fleuve côtier qui reliait la ville à la Méditerranée. Ces crues récurrentes depuis l'Antiquité semblent avoir préservé les vestiges archéologiques. Ils étaient protégés des atteintes du temps par 3 mètres de limon, figeant ainsi les différents états successifs de la nécropole. Cela permet aujourd'hui de différencier et de dater sur près de 3 siècles les niveaux d'occupation des sols, et ainsi comparer l'évolution des pratiques funéraires. La présence de cette nécropole le long du cours d'eau fluvial n'est certainement pas due au hasard. Cela laisse présager l'existence d'une voie de circulation terrestre venant du centre de la cité et se rendant elle aussi vers la mer. C'est super. En fait, les nécropoles étaient inféodées aux voies, tout simplement parce que les anciens voulaient demeurer dans la mémoire des passants, des vivants, donc ils se mettaient au plus près des voies, et si possible des voies les plus prestigieuses, et notamment la voie domitienne, où on peut supposer qu'il se trouvaient les tombeaux de l'élite narbonnaise. Ici, nous sommes au voisinage de voies importantes, mais qui se dirigeaient vers les zones portuaires, donc des voies d'intérêt économique. La population qui repose ici vivait-elle de cette économie liée à une quelconque activité portuaire? Nul ne peut encore l'affirmer. En revanche, une autre question se pose. Même si le bras du fleuve Aude menait à un port, où se trouvait ce dernier dans ce dédale d'étangs, de langues de terre ou d'îlots retournés à l'état naturel? Pourquoi Rome aurait-elle décidé de fonder de toutes pièces une cité portuaire au cœur d'un paysage relativement instable et aussi éloigné de la mer? Pourtant, les textes antiques y décrivent des installations de première importance et capables d'accueillir de très gros bateaux. C'est sur une presqu'île, située au sud de la cité balnéaire de Gruissan, que des fouilles antérieures ont révélé la présence de plusieurs bâtiments de grande taille. Nous sommes ici sur le site de l'île Saint-Martin à Gruissan, qui est un des sites majeurs du système portuaire narbonnais, parce que c'est le premier établissement devant lequel les navires vont passer lorsqu'ils rentrent dans les étangs. Le niveau de la mer n'était pas le même dans l'Antiquité que de nos jours. Le cordon littoral actuel, distant de plus d'une centaine de mètres de l'île Saint-Martin, n'était pas encore complètement formé. Quelle pouvait donc être la fonction de ces infrastructures? C'est un site qui sert, on va dire, d'accueil pour ces navires, mais qui peut servir aussi aux marins pour une pause. Pour faire un brin de toilette, il y a 2 thermes qui sont présents sur ce site. Et puis on a d'autres bâtiments autour, qui sont des petits bâtiments de stockage également. Mais c'est la partie centrale de l'ensemble qui a livré le plus d'informations aux archéologues. C'est un bâtiment qui devait avoir une certaine importance, puisque les fondations sont quand même imposantes. Donc on devait avoir quelque chose qui faisait bien une quinzaine de mètres de haut, qui était donc très visible. Et à l'intérieur de ce bâtiment, on a retrouvé des instruments de mesure, notamment une balance en bronze et des instruments d'écriture. Donc on a très certainement ici un enregistrement des bateaux qui rentrent dans les étangs. Le contrôle est constant dans l'Antiquité. Dès qu'on rentre dans un port, il y a un contrôle de toutes les marchandises. À une centaine de mètres de cet établissement, que l'on peut considérer comme le bâtiment des douanes, une autre structure a interpellé l'équipe de Corinne Sanchez. On est ici sur la partie du site de Saint-Martin la plus proche du littoral, mais aussi la plus haute. On est à peu près à 8 mètres NGF. Et lorsque les bateaux arrivent dans la lagune, c'est le premier point qu'ils perçoivent.
Et là, on a un bâtiment, mais qui est en cours de fouille, donc c'est encore difficile de dire s'il y a eu un phare ou pas. Mais en tout cas, c'était un bâtiment assez élevé. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais tous les ports romains possédaient un phare pour guider les navires vers les passes. Quoi qu'il en soit, le passage à l'île Saint-Martin semble avoir été la première étape du parcours pour entrer dans le système portuaire de Narbo-Martius. Le problème pour ces bateaux de haute mer, c'est qu'ils connaissent bien les rivages, mais ils ne connaissent pas véritablement comment ça s'organise à l'intérieur justement des étangs de Bagé-Sigean. Ce qui veut dire qu'ici à Saint-Martin, on a très certainement ce qu'on appelle des pilotes, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir guider ces bateaux. Aujourd'hui encore, il faut une certaine expérience pour évoluer dans les étangs. Les Romains, bons navigateurs, avaient choisi ce site car, contrairement aux côtes rocheuses, ils présentaient l'avantage de mettre leurs navires à l'abri des tempêtes. Mais pas du violent vent de face, ni des bancs d'alluvions en perpétuel déplacement. C'est à Port-la-Nautique, au plus près de Narbonne, que de récentes fouilles ont permis de découvrir un lieu de débarquement. Alors ici, dans les années 90, a été trouvée une ancre de marine de grande taille, puisqu'elle fait 3,50 m de longueur. Elle a été trouvée juste à l'entrée de cette passe. Et cette ancre montre que des bateaux de haute mer peuvent arriver, au moins au 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'à Port-la-Nautique. Alors c'est des bateaux qui peuvent faire entre 20 et 30 mètres, des bateaux très ventrus, qui sont véritablement les bateaux de commerce. Ces corbitas, qui pouvaient avoir jusqu'à 3 mètres de tirant d'eau, remontaient alors les étangs sur près de 12 km afin de rejoindre les installations situées non loin de l'embouchure du fleuve. 2000 ans en arrière, on est sur le port romain de Port-la-Nautique et c'est un des principaux ports de Narbonne romaine. Alors l'ambiance est sans doute la même que dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on avait ici une zone portuaire avec un grand nombre de petits bateaux qui permettaient d'accueillir là aussi des bateaux de plus fort tonnage qui vont donc décharger les marchandises à Port-la-Nautique. Et ces marchandises vont être remises sur ces petits bateaux qui, eux, vont repartir vers Narbonne par le fleuve Aude, dont l'embouchure est à peu près à 1,5 km ici à vol d'oiseau. Les choses se compliquent très rapidement parce que ce port s'envase. Au moment où justement les Romains construisent des quais, on va avoir un piège à sédiments. Donc très rapidement, le niveau de l'étang va se combler et ces bateaux de haute mer ne vont plus pouvoir accéder à la nautique. Les ingénieurs romains vont donc devoir déplacer le port sans trop s'éloigner de l'embouchure du fleuve. Mais où cela? La zone marécageuse ne semble guère offrir de nouvelles possibilités. Il y a une dizaine d'années, les prospections géophysiques menées par Corinne Sanchez et son équipe ont permis de découvrir sous les sédiments un grand alignement de blocs de calcaire, puis un second. Pour les archéologues, nul doute, ces structures de pierre ne pouvaient être que d'immenses digues. Ces digues qui vont être construites pour prendre le relais du port de la Nautique, elles vont donc permettre de canaliser le fleuve au moment où il se jette dans les étangs et de construire également des quais. Il faut imaginer que ce sont deux digues parallèles et qu'elles ont été construites dans l'eau. C'est-à-dire que pour construire ces digues dans l'eau, il faut d'abord faire des caissons en bois. Et dans ces caissons en bois, on va les remplir de matériaux pour pouvoir comme ça avoir des surfaces hors d'eau. Donc ce sont vraiment des constructions, j'allais dire, à la romaine, de très très grande dimension. Ces deux jetées, séparées par une cinquantaine de mètres, s'étendaient sur près de 2 km. Situées dans un environnement très instable, elles semblent avoir été réparées maintes fois et avec des matériaux très hétéroclites. C'est dans les décombres de l'une d'entre elles qu'une pièce exceptionnelle est exhumée en 2015. Un bateau chargé d'amphores. Il est vraisemblable que ce bateau a dû souffrir d'une avarie grave alors qu'il se trouvait dans le port. Et à ce moment-là, ce bateau n'étant plus utilisable, les amphores qui se trouvaient à son bord étant probablement en grande partie fragmentés, on n'a pas jugé utile de le vider. On l'a rempli de pierre, on l'a fait couler et ensuite on n'a plus qu'à assembler les blocs par-dessus.
Ainsi, grâce à ce petit bateau de déchargement, les archéologues possèdent une idée plus précise des cargaisons amenées par les grands navires de commerce. Le fond des étangs, notamment près du port, recèle-t-il d'autres vestiges? Tout le fond de port est couvert de matériaux, notamment d'amphores, c'est-à-dire qu'ici, les bateaux déchargeaient les marchandises. Et de fait, il y avait des ratés de transbordement au moment où justement ils chargeaient ou ils déchargeaient les bateaux. Pour la petite histoire, les fouilles subaquatiques, ce sont des fouilles qui sont compliquées parce que là, on n'est pas sous les eaux bleues de la Méditerranée, on est vraiment dans la vase. Et la vase, depuis l'Antiquité, on a à peu près 1,50 m qui s'est déposé. Et donc, toutes ces fouilles se sont faites finalement au toucher, à tâtons, pour arriver à repérer comme ça les objets. Des centaines d'amphores ont été récupérées à Port-la-Nautique. Elles sont stockées au dépôt de fouilles de Narbonne. De taille et de formes différentes, celles entreposées ici datent plutôt du 1er siècle avant Jésus-Christ, période d'activité des premières installations portuaires. Beaucoup de choses se conservent dans la vase, alors que ça ne se conserverait pas ailleurs. Alors on trouve une grande majorité d'amphores à vin, on trouve quasiment que des amphores italiennes pour la première période, la période d'importation du vin italien, ou que des amphores espagnoles lorsque la production espagnole commence à concurrencer puis à supplanter la production italienne. Celles-ci appartiennent au même type, les fameuses amphores de type Pasquale, qui étaient donc importées en Gaule, ou alors qui transitaient en Gaule pour être exportées vers l'Italie. D'autres types d'amphores proviennent d'épaves retrouvées le long du littoral. Leur diversité indique encore d'autres provenances. Afrique du Nord, Grèce, Portugal, ainsi que des contenus très hétérogènes. Une meilleure connaissance des cargaisons embarquées sur les navires, alliée à la mise en évidence d'infrastructures portuaires hors normes, témoigne de l'importance de l'activité commerciale de Narbonne à l'époque romaine. Ainsi, durant plusieurs siècles, ces installations semblent avoir accueilli les produits venus de tout l'Empire. Une fois déchargé, le fret était stocké dans des entrepôts avant d'embarquer vers d'autres destinations. Ou bien, il partait pour ravitailler Narbo Martius. Les marchandises étaient alors acheminées par halage au cœur de la ville, située à près de 8 km du port. De récentes fouilles y attestent de la présence de grands entrepôts établis le long des quais de l'actuel canal de la Robine. Compte tenu de toutes ces difficultés d'accès à la mer, quel a été l'intérêt pour les Romains d'avoir choisi Narbonne pour y construire un port? L'avantage de Narbonne, c'est qu'on est à l'entrée de l'Aquitaine. On est en Méditerranée nord-occidentale entre l'Italie, l'Espagne et l'Afrique. Et surtout, on a ce fameux axe Haut-de-Garonne. Donc on a ce lien commercial qui est extrêmement important entre la Méditerranée et l'Atlantique. Narbonne est située au cœur d'un carrefour, un carrefour à la fois hydrographique mais aussi routier. Vous avez la Garonne qui est l'axe de pénétration vers tout l'ouest de la Gaule et vers les îles britanniques. On peut dire qu'il est le port de la Celtique tout entière. Sur tes rivages, au Narbonne, sur tes rivages, arrivent des marchandises du monde entier de l'époque romaine. Glorifié par les auteurs antiques, Narbonne et ses rivages semblaient être considérés comme le second port romain de la Méditerranée occidentale. L'étendue des installations, entre fleuves et étangs, pouvait-elle souffrir la comparaison avec celle d'Ostie, la tête de pont maritime de l'Empire? Le port d'Ostie est beaucoup plus éloigné de Rome que ne l'est celui de Narbonne. Dès le début du IIe siècle avant Jésus-Christ, une ville totalement liée aux activités commerciales et maritimes y voit donc le jour. La ville antique d'Ostie est une des premières colonies maritimes de Rome. Et le fait qu'Ostie devienne, tout en étant un port fluvial, le centre de tous les commerces de la Méditerranée, fait d'Ostie une ville extrêmement importante et fondamentale pour l'approche et les relations avec Rome, grâce à la présence du Tibre. Les premières installations portuaires, édifiées sur des marécages, se trouvaient donc dans la même configuration que celle de Narbonne. C'est par le fleuve qu'une fois débarqués,
les marchandises devaient rejoindre le cœur de Rome. Plus de 35 km le séparaient d'Ostie. Cette même situation géographique entre les deux cités portuaires a-t-elle servi d'exemple pour édifier les installations de Narbonne? Il semble bien que non. Donc Ostie a cette particularité en effet d'être dans ce qu'on appelle une zone deltaïque très instable, et petit à petit on a dû perfectionner le système portuaire. Mais quand on pense à Narbonne qui s'organise avec un système portuaire tout à fait efficace, en fait on peut la considérer comme précurseur d'une tradition qui va se développer dans pas mal de ports romains, qui va être celle de s'appuyer sur différents systèmes portuaires afin de gérer l'ensemble de son approvisionnement. À l'instar du premier port de Narbo Martius, celui d'Ostie s'est lui aussi déplacé au fil du temps. L'envasement du delta du Tibre en était-il la seule raison ? Lorsque Rome devient la capitale de l'Empire, au 1er siècle de notre ère, il s'agissait de la ville la plus peuplée du monde antique. La ville atteint un pic de population avec presque 1 million d'habitants. Et il est nécessaire de satisfaire ces exigences en termes de biens de première nécessité et de marchandises, ce qui n'est plus faisable pour le port d'Ostie. Ainsi, l'empereur Claude, en 46 après notre ère, lance la construction d'un nouveau grand port immédiatement au nord d'Ostie. Éloigné d'environ 3 km d'Ostie, ce nouveau port s'est encore agrandi quelques décennies plus tard et peut mettre à l'abri de l'envasement et des tempêtes plus de 300 navires. De par sa superficie, le Portus devient alors le seul port de l'Empire à surpasser le système portuaire narbonnais. Dans le port arrivaient des bateaux en provenance de tous les coins de l'Empire. Des navires de la Gaule qui emportaient du vin, d'autres qui transportaient de l'huile depuis l'Espagne, mais aussi des bateaux chargés de marbre en provenance de l'Afrique, de l'Asie mineure ou de la Grèce, tous en direction de Rome. On sait qu'il y avait tout un système d'organisation et d'attente, de files d'attente de ces bateaux. Parfois, les armateurs qui arrivaient devaient attendre jusqu'à 2-3 semaines avant de pouvoir être accueillis dans un des entrepôts. Il est certain que les marchandises qui arrivaient au port étaient stockées temporairement dans les grands auréats à Ostie. Ils satisfaisaient ainsi les besoins de la population de Rome. Il y a aussi une fonction d'export parce que toutes les marchandises créées dans la ville de Rome et sur son territoire étaient également repassées par le port avant de repartir vers l'ensemble de la Méditerranée. Ainsi, entre les différents ports de Rome, plus d'une vingtaine d'hectares étaient dédiés aux entrepôts. Comme dans les auréats de Narbonne, des centaines de cellules conçues pour maintenir une température constante y abritaient du blé, du vin, de l'huile ou de la saumure de poisson. Tout un monde se croisait ici. C'était un immense marché aux affaires où des contrats se signaient entre agents commerciaux. La place des corporations à Ostie garde la trace de ces officines dans lesquelles se composait le fret des navires, en fonction des différentes destinations. Ostie devient donc une cité cosmopolite et la place des corporations devient le manifeste de la multiethnicité de la ville. Sur ces mosaïques sont représentés des éléments liés à la navigation maritime, des bateaux, des phares ou des produits qui arrivaient à Ostie. On trouve des inscriptions sur ces mosaïques qui parlent essentiellement d'armateurs, de négociants, de commerçants qui tiennent à nous dire d'où ils viennent. Comme par exemple de cités importantes telles Sabrata, Alexandrie, Carthagène. On retrouve aussi des villes plus nordiques comme en Gaule narbonnaise, avec la ville de Narbonne en tant que port qui entretenait des rapports très serrés avec Ostie. Navi Narbonenses, les armateurs de Narbonne. Si ces derniers tenaient une place aussi importante dans le réseau du commerce maritime de l'Empire, la Méditerranée pourrait-elle encore en conserver quelques souvenirs ?
Il ne reste que peu de traces des routes hauturières empruntées par les navires de cette époque. Ceux ayant fait naufrage ont coulé par plusieurs centaines de mètres de fond. Depuis quelques années, sous la direction de Michel Lourd, l'archéologie sous-marine progresse dans la recherche de ce type d'épave. C'est à l'est de la Corse que le Drasme a mené plusieurs expéditions sur des épaves romaines découvertes de façon fortuite. Un robot armé de bras préhensiles équipe le navire de recherches archéologiques. Il doit atteindre une profondeur record de 500 mètres pour observer les cargaisons de 2 épaves baptisées Capo Sagro et faire, si cela s'avère possible, quelques prélèvements. Pour mener cette opération complexe, une vingtaine de techniciens et de chercheurs sont à la manœuvre. Ok, je le vois là, le fond. Mais c'est l'archéologue Franca Sibeccini qui doit interpréter les images de la première épave envoyée par la caméra du rover. Des centaines d'amphores d'origine gréco-italique gisent par le fond. C'est quand même exceptionnel parce que ça nous permettra d'avoir une qualité et quantité d'objets qu'on arrive rarement à récupérer sur les épaves antiques, parce que d'habitude, les épaves à faible profondeur ont été déjà pillées de ce type d'objets. Dans les 50 mètres de profondeur, il n'y a plus un seul épave avec une amphore entière. Les archéologues vont tenter de récupérer une de ces lourdes amphores datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Tu peux pas encore aller un peu plus dessus? Si tu le prends comme ça. Le robot n'étant pas équipé pour saisir un objet aussi massif, à bord du navire, la tension est à son comble. Ah! Et voilà. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas eu de chance. Immergée à quelques encablures du site de ce naufrage, la seconde épave de Capo Sagro attend l'équipe du Drasme. Peut-être tu peux t'approcher autant. Déjà répertoriée, la cargaison est composée de barres d'étain et surtout d'amphores à vin datant du début de notre ère. Une amphore brisée est sélectionnée. Cette fois, elle ne semble pas trop lourde pour le robot. Une fois remonté à la surface, ce fragment pourra-t-il donner des informations sur la route commerciale empruntée par le navire romain? C'est des amphores qui viennent d'une zone de la Catalogne actuelle. Je pense que ces bateaux, ils proviennent probablement d'un port de la côte occidentale de la Méditerranée. Je pense beaucoup à Narbonne. Et ils devaient être dirigés vers Rome. Au cours de la campagne de recherche, l'équipe du Drasme va faire une autre découverte importante concernant les flux maritimes entre Rome et Narbonne. Le navire quitte le Cap Corse pour se rendre plus au sud. Une troisième épave, baptisée Aleria 1, y a été repérée dès 2012. Des relevés photogrammétriques ont montré qu'elle a été labourée par le passage d'un filet de fond utilisé par les grands chalutiers. Il semble cependant qu'une partie de sa cargaison soit intacte et surtout plus accessible. Cette fois-ci, le robot ne descend qu'à moins 300 mètres. À bord de l'André Malraux, la traque reprend. Si, on le voit, Si. Il faut aller en direction du point 5, P5. C'est qui? Ok, plein sud. Ah, c'est magnifique. C'est quand même exceptionnel. C'est une épave d'un navire de commerce qui était chargé avec une cargaison très variée, avec beaucoup de céramiques fines, de table, de différents types, céramiques de cuisine, et il y a une grande variété de marchandises transportées avec des types de production très parlants pour un archéologue parce qu'ils ont beaucoup d'inscriptions et donc qui pourraient permettre de restituer un cadre commercial assez précis. La route commerciale empruntée par ce navire d'une vingtaine de mètres de longueur à la cargaison très hétérogène devrait pouvoir être reconstituée. Pour ce faire, une dizaine d'objets sont prélevés sur l'épave Aleria 1. Il s'agit surtout de sélectionner les cols de différentes amphores ou d'éléments de vaisselle dont il est encore difficile de situer la provenance.
Mais c'est surtout une petite lampe, parmi des dizaines d'autres, qui a attiré l'attention de Franca Sibeccini. Elle a constaté la présence d'une inscription toujours lisible sur le fond de l'objet. Récupérée avec difficulté, cette petite lampe à huile va rejoindre la fragile collecte. Choisie avec pertinence dans la cargaison de l'épave romaine, ces quelques objets vont-ils apporter de précieux indices sur leur provenance? Bon Michel, je vais te montrer l'école. Voilà, il est beau. De retour à l'université d'Aix-Marseille, Franca Sibeccini fait expertiser les 11 pièces remontées de l'épave d'Aleria. Les céramologues du CNRS disposent d'une documentation permettant de retrouver leurs traces. C'est une amphore africaine, c'est-à-dire qui vient des régions romaines de l'Afrique. C'est une amphore qui n'est pas très fréquente. Le seul exemplaire complet de cette amphore, pour l'instant, est connu à Hammamet, en Tunisie. Un des ateliers de Tunisie, celui de Lectiminous, dans le Sahel tunisien, a été fouillé. Et dans les publications de cet atelier, il est démontré que ce type d'amphore était fabriqué. Pour le confirmer, la forme ne suffit pas. Il faut en vérifier la texture et les ingrédients. Donc on peut voir très bien les grosses inclusions des quartz qui sont bien caractéristiques de l'Afrique. Donc moi je pense que c'est vraiment une seule production, un seul atelier qui a produit ce type d'amphore exactement avec la même forme et la même pâte, avec la même matière première. Donc la pâte est compatible avec la production de Leptiminus. Mais c'est la petite lampe à bec qui donne les informations les plus précises sur la destination initiale de l'épave. On a eu vraiment un coup de chance. Le nom du fabricant est connu et c'est un fabricant qui a recensé les timbres El Mun File, correspond à Lucio Muniatius Filemo, un affranchi que travaille dans un atelier à Rome et qui est actif entre les 90 et les 130 après Jésus-Christ. Ce type de marchandises, ces lampes en particulier, on les retrouve dans plusieurs sites de toute la côte méridionale de la France, jusqu'à Narbonne. Par exemple, voilà. Il y avait une cargaison qui était composée par des amphores qui venaient vraiment de toute la Méditerranée, plus un grand lot de céramique fine qui vient de Rome. C'est clair que toutes ces marchandises sont arrivées à Rome ou à Ostie, et là-bas ont été stockés pour après recomposer une nouvelle cargaison dans un autre bateau, dans lequel aussi la production artisanale de Rome a été chargée. Donc nous sommes devant un commerce qu'on appelle de redistribution. L'épave d'Aleria montre bien l'ampleur et la complexité de ce grand marché qu'est la Méditerranée romaine et dont le port de Narbo Martius est une pièce maîtresse. À Narbonne, les fouilles de la nécropole située le long du canal de la Robine se poursuivent depuis plusieurs mois. Une surprise y attend les archéologues. L'aile nord du site semble abriter des pratiques funéraires différentes. Les bûchers, avec leurs vases ossuaires, laissent quelquefois la place à des individus inhumés dans des cercueils de bois. Maintenant, il y a des choses qui sont assez intéressantes sur cette structure. C'est le bois qui est conservé, on a une partie du bois qui est conservée. On a peut-être à ce niveau-là des clous de chaussures aussi. Il est difficile de savoir si c'est quelqu'un d'important ou pas. Mince. On ne s'attendait pas à avoir autant d'inhumations et ça devient de plus en plus régulier, il y en a de plus en plus. Jusqu'à présent, les chercheurs ne retrouvaient qu'exceptionnellement un squelette entier au milieu de centaines de crémations. Pourquoi, dès lors, cette partie de la nécropole compte-t-elle près de 15% d'inhumation? S'agit-il d'enclos ou de concessions familiales édifiées plus tardivement? Ou bien est-ce l'indication que certains individus possédaient un statut social différent? Dans l'Antiquité, en fait, les deux pratiques, inhumation et crémation, coexistent. Alors, à certaines périodes ou à certains lieux, on a quasiment exclusivement des crémations, mais ce n'est qu'à l'avènement de la chrétienté, à la fin de l'Antiquité, que la pratique de l'inhumation va devenir totalement exclusive.
Alors là, le statut social, on peut très difficilement l'appréhender car c'est une animation, on va dire, très frustre. Enfin, il n'y a pas réellement de mobilier associé à cette animation. Donc en fait, je peux juste dire que c'est un adulte. Je peux vous donner un état bucco-dentaire sanitaire qui est plutôt relativement mauvais, avec une personne qui avait pas mal de caries, une attrition dentaire très forte. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Ça, c'est plus compliqué, en fait, le statut social à travers les pratiques funéraires, parce que nos tombes, elles sont assez modestes. Il peut y avoir des phénomènes d'ostentation dans les bûchers. C'est pour ça que souvent, on trouve les petits objets personnels, les choses un peu riches, les bijoux dans les bûchers, plutôt que dans ces tombes. Ça correspond bien aux indices que l'on a, qui montrent qu'on a plutôt affaire à une population issue de la plèbe urbaine. Voilà. Donc on a une classe moyenne, pour simplifier les choses. Petits commerçants ou artisans, marins ou dockers, esclaves ou affranchis. Cette population de la nécropole de la Robine semblait, elle aussi, profiter des retombées économiques d'une ville et d'une région en pleine expansion. À 40 km de Narbonne, sur le site de fouilles de Saint-Bézard, les fondations d'une immense villa de 2500 mètres carrés sortent petit à petit de terre depuis une dizaine d'années. Datée de l'an 10 de notre ère, la villa semble richement dotée. Bassin d'agrément, eau courante, nymphée et même une grande piscine. On a eu la chance de retrouver cette splendide tête d'éros, donc un petit éros en marbre blanc, probablement d'une école italienne, enfin en tout cas d'un atelier italien. On peut penser qu'il était associé peut-être à un dauphin qui servait de fontaine, qui crachait l'eau au fond du bassin. Donc là on a le rebord, la margelle. Alors bon, il faut l'imaginer un petit peu plus haut, mais voilà, posé, voilà ce que ça donne. Donc le fil de l'eau, le bleu d'Égypte, c'est un matériau extrêmement rare et coûteux. Et puis ici, une face supérieure polychrome avec des décors. On voit des morceaux de verre qui permettent à l'ensemble de briller. C'est un décor assez exceptionnel en milieu rural. Ces décorations ne trouvent l'équivalent que dans les fontaines de Pompéi. Mais cette richesse affichée ne tombait pas du ciel. Les villas comme celle-ci avaient avant tout une vocation agricole qui rapportait d'énormes bénéfices. Que pouvaient-elles produire ? On est au cœur ici de une des grandes zones vinicoles de la Gaule narbonnaise. Donc il y avait évidemment beaucoup de villas, beaucoup d'établissements ruraux qui produisaient du vin. Et la particularité de Saint-Bézard, c'est d'être probablement la plus ancienne, ou en tout cas une des plus anciennes à avoir été explorée. Le propriétaire, donc c'est un Italien, Quintus Iulius Priscus, donc il vient de Pouzol, il vient de Campanie du Nord. C'est un homme d'affaires, c'est probablement un entrepreneur. Et effectivement, il fait construire une belle villa et elle est complètement dédiée donc, à la production de ce vin. Le but de ces grands propriétaires de vignobles, de ces villas qu'on peut considérer comme des châteaux pinardiers, évidemment, c'est de s'enrichir. Et les Italiens qui viennent s'installer ici à l'époque d'Auguste bénéficient du savoir-faire des vignerons indigènes, des vignerons gaulois qui sont installés ici. Les Romains, eux, passent très vite à un rendement quasi industriel, avec des installations proches de celles que l'on connaît aujourd'hui. Sur le site se trouvent deux immenses chais qui abritent les restes de 300 dolias, d'énormes jarres d'une contenance de plus de 1500 litres chacune. Elles servaient à la vinification et à la conservation du vin. C'est donc 450 000 litres de vin qui étaient produits chaque année dans cette grande exploitation viticole. Très rapidement, en quelques décennies, en quelques années, on est probablement entre 10 et 40 après Jésus-Christ, le vin de Narbonnaise va prendre une place de plus en plus importante, bloquant les importations de Tarraconaise. Et puis finalement, à partir des années 70, ce vin va devenir conquérant. Les négociants vont vendre ce vin dans toute la Méditerranée occidentale jusqu'à Rome, dans tous les grands centres urbains autour de la Méditerranée et puis au-delà vers les frontières de la Germanie et de la Bretagne. Donc le vin, on peut comme ça estimer que c'est peut-être un tiers des revenus de la province au Empire. Et c'est considérable, c'est plus de 30%.
Pour exporter les milliers de litres de vin de la Narbonnaise, il faut fabriquer de quoi les transporter. Un contenant pratique, se démarquant des amphores utilisés pour les vins italiens ou espagnols, est alors produit de manière quasi industrielle. C'est à Salelles-d'Aude, à 12 km au nord de Narbonne, que l'on retrouve les traces d'un de ces grands centres de fabrication. Les fours potiers de la région ont été adaptés à la cuisson de ce nouveau type d'amphore, la Gauloise 4. Qu'avait-elle de si exceptionnel, cette Gauloise 4, pour être retrouvée dans tout l'Empire, jusqu'en Inde et même au Soudan ? Elles sont très originales parce que les amphores tels que les gens les imaginent, ce sont les fameuses amphores italiques, grand col droit, fond pointu, de grandes anses. Elles pèsent 20 kg, elles contiennent en gros 20 kg et quelquefois plus. Elles contiennent une vingtaine de litres. Les amphores gauloises, elles ont un fond plat. Alors ça, c'est très curieux, c'est une invention locale. Elles sont fines d'épaisseur, alors que les amphores italiques sont très épaisses. Donc là, on a un objet qui va peser une dizaine de kilos et contenir une trentaine de litres. Donc ce sont des récipients extrêmement performants. Ces amphores sont des amphores du grand commerce, des amphores produites industriellement. Ici, on va en produire de l'ordre de 5000 par an. On a calculé qu'on en a produit à peu près 900 000 amphores à Salelles-d'Aude. Donc ainsi, ce petit site de Salelles-d'Aude, qui n'est pas immense, enfin qui fait quelques hectares à peine, est symbolique d'un commerce énorme. Et probablement qu'une grande quantité du vin de la Narbonnaise est partie par Narbonne en bateau, par les ports de Narbonne. Une autre richesse provient, comme la vigne, de l'agriculture méditerranéenne, l'olivier. L'huile de la Bétique, au sud de l'Espagne, transite aussi par le port de Narbo-Marcius. C'est à Rome que l'on retrouve les traces d'un des plus importants négoces de l'Antiquité. Au cœur de la ville, non loin du Trastevere, se trouve ce que l'on peut considérer comme la 8e colline de Rome. C'est un lieu très particulier, unique au monde, car ici il y a seulement des restes d'amphores. Il n'y a pas de terre entre les fragments. Le professeur José Remsal Rodriguez fouille depuis 20 ans la colline aux amphores. Ici, en pénétrant au cœur du Monte Testaccio, on remonte le temps. Des dizaines de millions de fragments d'amphores y ont été empilés il y a près de 2000 ans. Dans quel but ? Cette colline est composée exclusivement d'amphores ayant contenu de l'huile. Plus de 80% de ces amphores venaient de la Bétique, l'actuelle Andalousie. Nous avons calculé qu'ici, au point le plus haut, il y a une épaisseur de plus de 50 mètres de morceaux d'amphore. Ici sont conservés les tessons de 25 millions de ces amphores. Cela correspond à la moitié de la consommation annuelle d'huile comestible pour une population d'1 million de personnes durant 250 ans. Ces amphores, poreuses et imbibées d'huile, n'étaient plus utilisables. Une immense décharge, inaugurée par Auguste, est alors dédiée à un méticuleux stockage horizontal de tous leurs fragments. Véritable bibliothèque à ciel ouvert, la colline aux amphores apporte des informations inédites sur les activités commerciales liées à l'huile entre Rome et Narbonne. Conservés à l'abri de la lumière et de la destruction, certains tessons révèlent des inscriptions très parlantes. Nom du fabricant, poids du contenu, provenance, numéro de certificat douanier ou encore cachet du négociant. Nous avons eu la chance d'avoir récemment retrouvé une inscription difficile à lire relative à un Narbonnais. Voilà ce que nous avons fait pour la rendre plus lisible. Que pouvons-nous voir? Sex Fadi,
Sixtus Fadius Secundus, bien connu à Narbonne parce qu'il était établi comme commerçant en huile de la bétique. Aussi, l'inscription démontre l'ascension sociale de sa famille. Nous trouvons divers personnages de la famille des Fadi. Sesto, Fadio, Aniceto, Sesto, Fadio, Paoni. Comparer les inscriptions peintes sur tous ces fragments d'amphores a été un travail titanesque. Mais il a permis de retrouver la trace d'une dynastie de riches négociants. Il y a une inscription en Andalousie où l'on parle d'un autre Fadi, sûrement un membre de la famille de Fadius Secundus, qui était le Narbonnais. Ainsi, ce serait ce personnage qui démontre les relations entre la Bétique, Andalousie, la Gaule, Narbonne et Rome. Trouve-t-on encore des traces de cette famille Fadi à Narbonne? Au numéro 28 de la rue droite, là où passait autrefois la Via Domitia, un piédestal monumental datant de l'an 149 après Jésus-Christ a été découvert. Ici, nous avons une inscription honorifique à l'honneur d'un personnage très célèbre, peut-être l'un des Narbonnais les plus célèbres de l'époque romaine. Il s'agit de Sextus Fadius Secundus. Nous le connaissons en qualité de mercator olearius, c'est-à-dire marchand d'huile. Mais en même temps, ici, il est honoré en tant que membre de l'élite dirigeante de Narbonne, ce qui veut dire que ces personnages aussi a dû certainement acquérir des richesses considérables qui lui ont permis donc de consolider sa place de pouvoir à Narbonne et surtout d'exercer des magistratures municipales. Ce qui est quand même un phénomène très très rare dans le monde romain que de trouver des marchands qui ont pu atteindre l'élite dirigeante d'une cité. Sur les hauteurs de Port-la-Nautique, la reprise d'un chantier de fouilles refermé depuis quelques années vient confirmer cette richesse liée au commerce. Les prospections géophysiques ont révélé les fondations d'une villa de 128 mètres de longueur. Des presses à huile y ont été découvertes, attestant d'une activité agricole importante. Mais ce sont les éléments de décoration exceptionnels, bassins, fontaines, mosaïques, chapiteaux de colonnades, qui ont attiré l'attention des archéologues. Cette villa aurait-elle eu une autre fonction? Fantastique. Cette villa de la Nautique, elle est particulière parce qu'elle est liée à une zone portuaire qui est en contrebas. On est plutôt ici donc sur une villa, on va dire, de bord de mer, ce qu'on appelle les villas maritimes, qui sont très connues en Italie, surtout dans la région de Naples, et qui recherchent justement une très belle vue, avec une vue sur la mer ou sur les étangs. Et c'est pour ça qu'on a souvent des étages. Et ces villas sont vraiment très impressionnantes. Elles sont là justement pour impressionner. Il faut imaginer que ce sont des villas qui sont vraiment de très très grandes dimensions, puisque sur la Nautique, on a des structures qui couvrent à peu près 4 hectares. En sachant qu'on a la villa, qui est le lieu de réception, qui est aussi un lieu productif, on a la partie portuaire et les parcs. Et surtout, on a le vivier. Le vivier. Avant de découvrir la villa qui lui était associée, Corinne Sanchez et son équipe ont été intriguées par une dépression à la forme trop parfaite. Lorsqu'on a fait ces recherches sur les ports antiques, sur les images aériennes, on voyait une dépression parfaitement circulaire avec un bâtiment central. Pensant en premier lieu qu'il s'agissait d'un petit bassin destiné à abriter des bateaux, les archéologues ont mis au jour des structures permettant d'identifier la vraie nature des installations. Au moment où on a fait les fouilles, on a pu prouver que c'était un vivier, parce que dans le mur qui entoure ce vivier, on va avoir des amphores à différentes hauteurs qui sont en fait des caches à poissons. Ça, c'est un modèle qu'on connaît très bien dans le monde romain, qu'on est sur un vivier, qui est un des plus grands viviers du monde romain puisqu'il fait 70 mètres de diamètre. Et le bâtiment central est un bâtiment qui est en fait une salle à manger. Donc la salle à manger était juste ici, juste au centre d'un grand bassin, c'est-à-dire que le propriétaire de ce vivier allait sur cette salle à manger avec une petite barque. Il amenait ses invités
Il pouvait admirer les poissons et on sait donc qu'il pêchait et qu'il mangeait les poissons également qu'ils avaient autour d'eux. L'empereur Auguste est venu 2 fois à Narbonne et on peut tout à fait imaginer qu'il est passé par Port-la-Nautique et qu'il a pu être invité sur ce vivier. La période correspond parfaitement. L'empereur s'est rendu à Narbo Martius en 22 et 27 avant Jésus-Christ, juste après la construction de ce qui semble être la plus magnifique demeure jamais construite dans le Narbonnais. Le riche propriétaire l'a-t-il fait édifier pour recevoir Auguste? Rien n'est moins sûr, mais pour trouver des villas maritimes d'une telle ampleur, il faut se rendre en Italie, dans les environs de Naples. À Sperlonga, en bordure de la mer Tyrrhénienne, le beau-fils d'Auguste, l'empereur Tibère, fait construire quelques décennies plus tard une immense villégiature. Le temps a fait son œuvre, mais la plupart des infrastructures sont toujours en place. Un luxueux vivier d'une facture très particulière y a été édifié. La salle à manger, le triclinium, se trouvant à l'abri d'une grotte naturelle. Ce grand vivier d'agrément, caractéristique de la haute aristocratie romaine, est le seul demeuré intact. Mais avec ses 1000 mètres carrés de superficie, il reste 3 fois plus petit que celui de Narbonne. Là, on est dans des niveaux de richesse absolument énormes, gigantesques, avec des importations qui viennent d'Inde, qui viennent d'Éthiopie, avec des soies précieuses, avec des pierres précieuses. Et donc c'est l'activité économique qui, évidemment, avec l'afflux d'argent des conquêtes donc des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, qui va permettre cet emballement. On parle pour les hommes les plus riches de la société romaine dans le courant du Haut-Empire de 300 à 400 millions de sesterces. Il y a une énorme croissance qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mesurer finement, mais il faut imaginer une croissance à 2 chiffres. À tous les niveaux de la société, on va voir s'élever vraiment le niveau de vie, le niveau de consommation et les échanges commerciaux. Ces échanges commerciaux, liés aux activités portuaires, semblent avoir bien profité à Narbo Martius, la cité placée sous l'égide du dieu Mars. La ville et toute la province de la Narbonnaise se sont enrichies. Que s'est-il passé pour que tout ce lustre finisse par disparaître ? À la fin du 1er siècle et dans la première moitié du 2e siècle, on sent déjà des signes de ralentissement économique. Et le grand incendie de Narbonne vient frapper une ville qui n'a peut-être plus tout à fait les moyens de se reconstituer comme par le passé. Un siècle plus tard, pour se protéger des incursions de diverses peuplades étrangères à l'Empire, la ville, comme beaucoup d'autres cités du sud de la Gaule, se resserre derrière des enceintes fortifiées. La Pax Romana avait pris fin. Quelques vestiges de ces remparts sont toujours visibles. Ils sont incorporés aux fondations du palais des archevêques, au cœur de Narbonne. C'est une enceinte construite assez rapidement, sans doute, face à la pression des événements. Et pour cela, on utilise des gros blocs de calcaire et qui sont, la plupart du temps, des remplois, comme on peut le voir ici. Cette encoche, elle démontre que ce bloc avant servait dans une autre position pour un autre bâtiment. On retrouve plusieurs milliers de blocs, des inscriptions, des bas-reliefs, des éléments de colonnade, appartenant la plupart du temps à des monuments funéraires privés. Et tout ça a été récupéré. Une partie de ce qui reste de ce prestigieux passé est maintenant exposée au musée de Narbonne, où on passe de l'être. Éparpillés au cours des siècles aux 4 coins de la ville, utilisés comme simples matériaux de reconstruction, les vestiges des monuments oubliés de Narbo Martius continuent de ressurgir au gré des différentes fouilles archéologiques. C'est splendide. Ivoire, tu penses? Peut-être plus de l'ivoire, ça a l'air feuilleté, ouais. Bravo. Sur le chantier de la Robine, le rythme s'accélère. Les archéologues ne disposent plus que de quelques semaines pour achever la caractérisation et le démontage des tombes.
Est-ce que la nécropole peut encore délivrer un dernier secret? Viendra-t-il de ce coffre en marbre, venant d'être mis au jour? Hop. Voilà, une espèce de petit applique en or. Peut-être un élément qui était mis sur un vêtement ou des décors de coffre. Vous voyez ici, c'est minuscule. On peut distinguer déjà un griffon qui apparaît, qui semble affronter un petit serpent qui lui fait face. Super belle. Ouais, ça bouge. Yes. C'est du marbre, c'est assez massif et a priori c'est assez lourd. Donc on va voir, on sera pas trop de deux je pense au minimum pour arriver à le sortir. Vas-y. Attends. Hop. Hop. Voilà. Si vous voulez voir le coffre qui est sorti, il y a un visage sur le côté, là, il y a un dieu barbu, là, avec des cornes de bélier. Vous n'avez pas vu, il y a plein de fruits, il y a 2 cornes d'abondance en dessous. C'est une belle pièce de musée, ça. Hein. La corde d'abondance, elle est en dessous. Ah, mais au-dessus. Ah non, c'est des cornes. De la tente. C'est des cornes. Regarde, tu vois de l'autre côté, t'as le même. Il y a un autre visage de l'autre côté, ouais. Bah, il y a un autre visage de l'autre côté. Oui, ouais, bah, il y a peut-être le même aussi. 3. Ok, alors peut-être essayer de l'ouvrir et si ça marche pas, ça marche pas. Il n'était pas scellé. Il n'était pas complètement hermétique. Hein. C'est bien une urne avec les os à l'intérieur. Oh là là, s'il y a de l'eau depuis 2000 ans là-dedans, c'est un chouette moment. Je sais pas qui c'était là, mais... Oh, mais c'est pas n'importe qui quand même, hein, dans le... Enfin, ce qu'il en reste. C'est chouette. Une ultime découverte, et non des moindres. C'est sous le regard de cette divinité romaine que va se refermer le site de la nécropole de la Robine. Dans quelques mois, 2 immeubles s'élèveront sur cet emplacement. Une nouvelle page du passé de Narbonne se referme, mais les archéologues savent que d'autres pages existent encore, enfouies dans son sous-sol.